Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir pour l'avant-dernière de nos conférences consacrées à Nicolas Fouquet, à son goût. Nicolas Fouquet, le surintendant des finances et les arts. Ce soir, nous recevons Guillaume Caserouni. Bonsoir Guillaume Caserouni. Bonsoir. Nous sommes très heureux d'avoir Guillaume Caserouni avec nous. Alors, Guillaume Caserouni est responsable des collections d'art ancien au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Vous avez certainement suivi ses travaux abondants ces dernières années. Ça fait 3 ans qu'il officie à Rennes et qu'il s'est consacré à la publication d'une très large partie du cabinet d'art graphique, à plusieurs expositions, à la fois autour d'œuvres des collections, mais pas seulement. Vous avez sans doute suivi également, il y a 4 ans maintenant, une exposition tout à fait formidable que Guillaume avait organisé, enfin, avec le service de la COARC, la conservation des objets d'art civils et religieux de la ville de Paris, au musée Carnavalet, qui était intitulé Les couleurs du ciel et qui revenait sur la peinture religieuse dans les églises parisiennes, peinture du XVIIe siècle. Alors, Guillaume Caserouni est spécialiste, travaille de façon privilégiée sur la peinture française du XVIIe siècle, et ce soir, avec lui, nous allons nous intéresser non pas à la peinture française, mais à une peinture italienne et une peinture très importante, un Véronèse, une des plus importantes peintures de Véronèse conservées en France et un des rares Véronèses de sujets profanes, de sujets mythologiques. Alors, si on a en tête l'entièreté de cette programmation, le sujet de ce soir étonne un petit peu parce que jusqu'à présent, ce que l'on avait souhaité, c'était mener de vastes efforts de contextualisation autour de sujets relativement bien déterminés, l'influence de Nicolas Fouquet sur l'art des jardins, l'influence de Nicolas Fouquet sur la conception et la décoration de la grande demeure, l'influence de Nicolas Fouquet par le biais de François Vatel sur la gastronomie. Un regard macroscopique toujours. Et ce soir, avec Guillaume Caserouni, nous allons tenter autre chose, éclairer ce qu'a été le goût de Nicolas Fouquet, son influence sur la définition de l'art français, sur l'essor de l'art français, à travers un regard cette fois microscopique, par un intérêt très déterminé sur une œuvre, ce Persée Andromède conservé aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Rennes et qui, à lui seul, a servi de source d'inspiration à de nombreux artistes français et qui, à lui seul, documente en partie la réception critique de Véronèse en France et l'entrée de Véronèse et la collection des Vénitiens sur le sol français. Alors ce sont des travaux, Guillaume Caserouni y reviendra, qui sont en cours pour une raison tout à fait prééminente encore, c'est que ce tableau est en restauration aujourd'hui. Alors Guillaume Caserouni, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole pour commencer cet échange autour de cette formidable peinture. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord, Victor, de m'avoir invité ici pour intervenir à la Monnaie, dans ce très beau cycle sur Fouquet. Et je vais tout d'abord rebondir sur ce que Victor vous a dit sur ce tableau. Donc ce tableau fait en effet l'objet d'une actualité très précise, puisque l'œuvre est actuellement au Centre de restauration des musées de France, depuis déjà à peu près 6 mois et encore probablement pour 1 an. Le tableau fait l'objet d'une restauration qu'on appelle fondamentale, c'est-à-dire une restauration complète de son support et de sa couche picturale. C'est un tableau que vous avez probablement vu ces dernières années de très nombreuses fois. C'est un tableau qui a eu une grosse actualité puisqu'il a été exposé au Louvre pour Rivalité à Venise. Ensuite, le tableau a été à Vérone pour l'exposition véronaise. Ensuite, à Londres pour l'exposition véronaise. Toutes ces expositions ont permis de réévaluer le tableau. On en parlera tout à l'heure. Et ces expositions ont, tout en le réévaluant, souligné le fait qu'il était extrêmement jaune, ce tableau, qu'il était très encrassé, que ses repeints commençait à tourner et puis qu'il commençait à donner quelques signes de faiblesse dans sa couche picturale. Donc nous avons entrepris ce grand chantier qui est l'occasion d'étudier le tableau de manière très approfondie. Donc cette étude évidemment est en cours. Je vais vous présenter quelques résultats ou quelques éléments qu'on a déjà trouvés. Et on espère que cette étude se terminera d'ici 1 an ou 2 par peut-être l'organisation d'une petite exposition dossier où on pourra montrer côte à côte le tableau avec quelques-unes des œuvres qu'il a influencées que vous allez voir en reproduction. Alors, je vais vous dérouler notre histoire en 3 parties, vous verrez. On verra d'abord dans une première partie l'histoire très compliquée de ce tableau, qui a encore pas mal de zones d'ombre. Ensuite, on se concentrera sur essentiellement les photos de la restauration, donc
Donc là, on va regarder en détail le tableau. Vous verrez, c'est des parties particulièrement magnifiques avec des photos que j'ai prises directement au Centre de restauration des musées de France. Et on terminera évidemment sur l'influence du tableau et l'impact qu'il a eu réellement sur l'art français, qui n'est pas une influence immédiate. Vous verrez qu'il faudra un certain temps après l'arrivée du tableau pour que les artistes commencent réellement à le regarder et à s'en inspirer. Alors tout d'abord, première partie, un chef-d'œuvre emblématique de la collection de Fouquet. Comme Victor Hunspückler vous l'a très bien dit, Fouquet avait des œuvres, on n'avait pas beaucoup, mais avait quelques très belles œuvres anciennes qu'il mettait certainement en valeur de manière très spectaculaire. Le Persée Andromède est probablement le tableau phare de la collection de Fouquet. Il avait un nain de Antonio Maure, qui est aujourd'hui au Louvre, qui est aussi très connu, un poussin, la manne, qui est également très célèbre, mais le Persée Andromède est probablement le tableau le plus spectaculaire qu'avait Fouquet, en taille, en coloris, et puis en sujet, puisqu'il s'agit là d'une grande nudité, et il n'y en avait pas d'autres dans la collection du surintendant. Alors, le tableau a un premier mystère qu'on n'a pas encore élucidé, c'est sa provenance exacte, ou du moins son premier commanditaire. Ce tableau apparaît dans la collection de Fouquet. Avant, on ne sait pas où il était, on ne sait pas quand exactement il arrive en France. Il est très probable qu'il ait été acheté en Italie par Fouquet, parce que Fouquet, vous le verrez tout à l'heure, avait un autre Véronèse qu'il avait directement acquise en Italie. Donc, il est possible que ce tableau ait quitté l'Italie durant la première moitié du XVIIe siècle pour venir en France. Donc, on le repère dans la collection de Fouquet à Vaux-le-Vicomte, où il est exposé dans l'une des premières pièces d'introduction du château. Donc, c'est un des premiers tableaux que les gens voient. C'est aussi un signe de puissance. Fouquet met en avant les choses les plus précieuses qu'il a. Ensuite, il fait partie évidemment du séquestre des biens de Fouquet, qui est réalisé après 1662, et le tableau entre dans les collections royales, on ne sait pas exactement quand, mais en 1665, on sait qu'il y est. Alors récemment, Jean Vitet, qui est conservateur actuellement au musée des Beaux-Arts au château de Fontainebleau, a trouvé un document très important qui permet de préciser l'entrée de cette œuvre dans les collections royales. Donc, ça je vous montrerai après. L'œuvre est entrée dans les collections royales peu avant 1665 parce qu'on a un paiement du roi pour acquérir l'œuvre. Donc, le roi n'a pas saisi l'œuvre chez Fouquet. On a toujours l'impression que les biens de Fouquet ont été pris gratuitement par Louis XIV, mais en fait, ce n'est pas le cas. Le roi a acheté l'œuvre à un peintre qui s'appelle Picard, qui était un peintre de fleurs et qui était aussi marchand, qui habitait d'ailleurs pas très loin d'ici, sur l'île de la Cité. Et donc, c'est un achat. Et les autres tableaux de Fouquet, notamment là-bas, Esther, que vous verrez tout à l'heure, ou la Manne, etc., sont également des achats du roi après la vente des biens de Fouquet. Alors, peut-être juste une précision, on réabordera toutes ces questions de la collection de peinture de Nicolas Fouquet, collection si tant est que l'on puisse énoncer ce terme jeudi avec Michael Zanto, mais c'est vrai que la faible documentation de l'entrée, de l'acquisition de peinture par Nicolas Fouquet est une constante pour les œuvres qu'il avait auprès de lui. Ça vaut tout aussi bien pour la Manne que pour ce Persée Andromède, donc on est là dans quelque chose d'habituel s'agissant de Fouquet. Et pour rebondir un petit peu sur une conversation précédente avec Béatrice Coularé autour de Francesco Bertinetti, que des historiographes du 19e siècle nous disent avoir été son conservateur des collections, là aussi sans inventaire dressé par Bertinetti. On est dans le même flou autour de la gestion de cette collection. Donc c'est un mystère encore pour le moment. Alors, dans les collections de Vaux-le-Vicomte, le tableau de Véronèse n'était pas seul. Il y avait un second Véronèse très important dans la collection de Fouquet, que vous avez en image sur l'écran, qu'on a longtemps confondu pour son sujet avec une Bethsabée au bain, une Suzanne et les vieillards. En fait, il s'agit de Esther demandée en mariage.
Vous voyez que ce n'est pas du tout le sujet qu'on a l'impression qu'on voit dans l'œuvre. Et alors, vous verrez que ces deux œuvres ont des points en commun, notamment par rapport à leur état matériel. C'est pour ça que je vous les montre là tous les deux côte à côte. Et ça, on abordera ça un peu plus tard. Et jusqu'à très récemment, donc, je ne sais pas, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si la disposition de Vaux-le-Vicomte est encore celle que vous voyez à l'écran. Donc, non, ce n'est plus le cas. Et donc jusqu'à très récemment, vous voyez qu'il y avait des reproductions de ces deux œuvres dans la même pièce, qui est une des premières pièces aussi qu'on voit dans le château sur place. C'est intéressant de voir cette reconstitution parce qu'elle est à l'échelle pour les deux tableaux. Donc vous voyez la taille de ce tableau, qui est quand même une taille assez imposante, et qui font partie en fait des plus grands tableaux qu'avait Fouquet à Vaux-le-Vicomte. Et là, peut-être, je me permets d'intervenir, on a entendu aussi beaucoup au moment de la conférence de David Brouzet, notamment sur l'aménagement de la Grande Demeure, que lorsque son frère est en Italie et qu'il achète pour Fouquet des œuvres d'art, il lui précise bien rechercher des toiles de grand format plus propres à la décoration d'une grande demeure, au faste d'un surintendant, que des petits formats, que des petits tableaux qu'on qualifierait aujourd'hui d'amateurs. Et là, on est vraiment dans cette logique-là à travers ces deux Véronèses. Et vous le verrez tout à l'heure, d'ailleurs, cette formule décorative qu'on attribue à ces tableaux, la fonction décorative qu'on va attribuer à ces tableaux, explique probablement, par leur présentation réelle à l'époque qu'on ne connaît pas bien aujourd'hui, peut-être enchâssés dans des lambris, etc., les problèmes de conservation que posent ces tableaux aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas été exposés avec un cadre contre un mur, comme probablement le Poussin ou d'autres tableaux de la collection de Fouquet, mais ils devaient servir vraiment de tableaux décoratifs enchâssés dans les boiseries, et ça les a un peu probablement abîmés. Alors donc, comme je vous l'ai dit, le tableau entre peu avant 1665 dans les collections royales. En 1665, il est vu à Paris. On a un commentaire sur ce tableau par le Bernin. Le Bernin qui séjourne à ce moment-là dans la capitale et qui se promène avec Chanteloup. Donc Chanteloup tient un journal, le journal du cavalier Bernin, et donc on sait du coup qu'il est au Gobelin à ce moment-là. Ensuite, l'œuvre est déplacée en 1683 à Versailles, où il est inventorié par Lebrun, dans le salon de Diane. Donc là, on voit que le tableau est mis dans un endroit extrêmement visible dans les grands appartements. Donc c'est un tableau qui va du coup, à partir de cette date, et du coup, et on le sait par la documentation, avoir une visibilité très grande. En 1690, on le retrouve de nouveau dans le logement de Lebrun au Louvre. En 1695, dans l'antichambre de la Reine, et ça c'est l'inventaire Bailly qui nous le précise, vers 1700 au château de Meudon, et ensuite à la surintendance de Versailles. Alors, l'histoire par la suite est très simple, comme tous les tableaux des collections royales, saisis à la Révolution en 1793, transportés au Louvre, et puis dispersion. Donc le tableau reste au Louvre jusqu'en 1801, et en 1801, il fait partie du premier envoi de l'État pour la formation du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Nous avons reçu 2 envois de l'État à Rennes, en 1801 et en 1811, en tout 60 tableaux. Et parmi les tableaux les plus précieux qui ont été envoyés, on en a 5 ou 6 qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Il y a une chasse au tigre de Rubens, il y a un Lebrun qui fait 6 mètres, une descente de croix, et il y a un tableau de Jordaens très important, et il y a ce Véronèse. C'est un tableau qui, immédiatement, on en reparlera un peu après, fait partie des chefs-d'œuvre incontournables du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Alors, vous allez y venir, mais il y a une question qu'on se pose, évidemment, face à un Véronèse de sujet profane que le Louvre n'a pas. C'est pourquoi le Louvre s'en est défait. Hésitation sur la qualité de l'œuvre, état de conservation de l'œuvre, enfin, c'est des points que l'on met en question et des questions auxquelles on voudrait répondre. Alors, en réalité, il faut se remettre dans les dates de l'arrivée de ce tableau au Louvre. 1793-1801, on a déjà eu le traité de Tolentino, les saisies révolutionnaires. Donc le Louvre reçoit des milliers et des milliers de tableaux qui arrivent de partout. Les collections royales, les saisies des biens d'émigrés, les œuvres pillées en Italie et dans le reste de l'Europe. Et il y a des artistes qui sont évidemment beaucoup plus représentés que d'autres. Rubens, Véronèse, Jordaens, ça ce sont des artistes dont on finit par avoir des dizaines, voire des centaines d'œuvres arrivées au Louvre. Et le musée va choisir pour ses propres collections les tableaux les plus parfaits. Le tableau de Véronèse, comme je vous l'ai dit, celui de Rennes, présente quelques problèmes d'état dont on va parler. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a été déposé. Dès qu'il y avait un peu un souci
sur un tableau en l'envoyant en province. Depuis, tous ces tableaux ont été restaurés, leurs problèmes ne se voient pas autant qu'à l'époque, mais il y a un choix de collection parfaite pour le Louvre, ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Et puis après, il y avait le problème des doublons, mais comme Victor vous l'a très bien expliqué, le souci de ce tableau, c'est qu'il n'y a pas l'équivalent de ce tableau au Louvre. Il s'agit probablement du plus important tableau mythologique de Véronèse, conservé aujourd'hui en France, et d'un de ces tableaux mythologiques les plus importants pour la fin de sa carrière. Alors, le parcours de cette œuvre, vous voyez, au point de vue matériel, est compliqué. Eh bien, son parcours intellectuel l'est tout autant, puisque c'est un tableau qui est célèbre pendant un certain temps. Ensuite, c'est un tableau qui va connaître un temps de purgatoire. On va le discuter, on va dire qu'en fait, il n'est pas si bien que ça. Puis finalement, on va complètement le délaisser en le prenant pour une œuvre d'atelier. Et c'est un tableau qui a fini par être réhabilité depuis qu'une vingtaine d'années. Alors, la célébrité au XVIIe et au XVIIIe siècle, elle se voit tout d'abord dans les textes. L'œuvre est très régulièrement citée. Je vous ai mis juste quelques citations qui sont intéressantes. Tout d'abord, celle de Chanteloup qui parle à la place du Bernin. L'on a vu ensuite un autre tableau de Paul Véronèse. Donc les deux personnes sont au Gobelin. Ils voient différentes peintures. Qui a été à Fouquet, où est peint une Andromède secourue par Persée, lequel est bien comme le sont la plupart des ouvrages de ce peintre. Donc voilà, on dit que c'est un Véronèse typique. Mais le cavalier a trouvé que le Persée est dans une étrange posture et comme en un monceau. Alors vous verrez tout à l'heure, et vous l'avez vu sur les images, c'est quelque chose qui frappe tout de suite. C'est cette espèce de percée tourbillonnante qui tombe dans le tableau littéralement, qui est un des éléments les plus étonnants de ce tableau, qui est remarqué et qui est toujours remarqué. Alors Chanteloup veut faire un peu de zèle, donc il dit « J'ai montré la jambe gauche d'Andromède qui m'a semblé fort mal dessinée ». Alors c'est assez amusant parce que quand on lit le texte, on a l'impression qu'il voit le Bernin faire une critique, il se sent obligé de lui aussi faire une autre critique pour aller dans le sens du sculpteur. Mais ce texte est assez intéressant quand même parce qu'il nous montre qu'on voit là tout de suite un Véronèse typique. Rappelez-vous, le tableau va être remis en question par la suite. Alors ensuite, on a évidemment toutes les mentions de l'œuvre dans les inventaires royaux. C'est amusant parce que, par exemple, j'ai mis l'épicier, mais en fait, c'est Bailly qui dit « Ce tableau est d'une grande manière, d'une belle composition et d'un effet piquant ». On met toujours un petit qualificatif positif quand on parle de ce tableau ou qu'on l'inventorie. Et Landon, en 1832, quand il publie le tableau dans les publications qui avaient trait aux collections du Louvre. Le tableau était à Rennes à ce moment-là, mais c'était quand même dans le cadre des publications en rapport avec les collections d'État. Il dit Paul Véronèse a fait peu de tableaux aussi soignés dans toutes leurs parties que celui-ci. Donc on voit que c'est quelque chose qui est toujours assez admiré. Et il n'y a pas une seule biographie de Véronèse qui est publiée en français, des Alliés d'Argentville, Mariette, donc toutes ces grandes compilations de vie d'artistes qui oublient de citer ce tableau. Alors curieusement, l'œuvre a beau être beaucoup citée, on en a très peu de copies. Aujourd'hui, on connaît véritablement qu'une copie, peut-être du XVIIe siècle de ce tableau. C'est ce dessin assez faible que vous avez à l'écran, qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Et on a une gravure réalisée au début du XVIIIe siècle par Louis Jacob, dans le cadre de ce recueil qu'on appelle le cabinet Crozat. Le tableau est précisé comme étant dans les collections royales. Et donc là, on a l'unique estampe d'interprétation réelle qui a été tirée d'après le tableau de Véronèse. Estampe qui a été réalisée dans le bon sens. Vous le notez, on a fait un effort pour retirer le tableau du bon côté. Alors le tableau arrive à Rennes. Donc là, je vous fais toujours la fortune plus intellectuelle par les textes. Là, il va connaître une seconde fortune par son importance dans la ville. Le tableau à Rennes n'a pas de concurrence. Il n'y a pas d'autres Véronèses autour de lui avec lesquels on peut le comparer. Et il est un des plus grands tableaux du musée, là encore, avec le Lebrun. Et comme vous le voyez, Louis Gons, en 1900, quand il écrit un texte sur le musée de Rennes, l'appelle un Véronèse capital. Et Jules Roncin, le conservateur du musée, qui était également peintre, précise dans un texte sur le musée qu'il y a 2 tableaux de l'école étrangère au musée de Rennes qui valent à eux seuls le déplacement des étrangers au musée.
c'est la crucifixion de Jordance et évidemment le Persée Andromède de Véronèse, dont il décrit les qualités admirables à la fois pour son côté significatif de l'école italienne, par sa composition très gracieuse, le dynamisme des figures, etc. etc. Et autre chose assez amusante, qui est encore le cas aujourd'hui, le Persée Andromède est le seul grand nu en peinture ancienne que nous avons au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Donc, c'est une collection essentiellement de peintures religieuses ou de grands tableaux d'histoire. C'est l'unique nu monumental que nous avons et qui est remarqué d'ailleurs toujours à ce titre par le public. Oui, je voulais simplement faire la transition entre cette fortune critique assez remarquable, alors on a dit, évolutive aussi dans le temps, vous y reviendrez, et les raisons de cette fortune critique. Qu'est-ce qui fait l'originalité finalement dans les sources, dans la mise en page de cette peinture étonnante? En quoi l'est-elle? Alors, cette fortune critique, le goût pour ce tableau est dû à deux choses. Tout d'abord au tableau lui-même, à son iconographie dont on va parler, et ensuite à la place qu'il tient au XVIIe et au XVIIIe siècle au sein des Véronèses visibles en France. Donc on va d'abord aborder l'iconographie de ce tableau qui est très original. Donc c'est un tableau tout en hauteur qui utilise plusieurs sources. Donc Véronèse, en réalité, avant de peindre ce tableau, a vu un tableau de Titien qui lui-même avait vu une œuvre de Benvenuto Cellini. Alors vous allez voir, il y a une chaîne. Et évidemment, les deux artistes avaient lu le texte des Métamorphoses d'Ovide qui raconte le sujet. Alors, ça commence comme ça. Persée reprend ses ailes, les attache à ses deux pieds et suspend à sa ceinture son arme recourbée. Puis, agitant ses talonnières, il sillonne l'air limpide. Ce bout de texte est assez important, étant donné que, comme je vous l'ai précisé, ce qui étonne dans ce tableau, c'est la position de Persée. Il n'est pas assis sur Pégase. Or, ce n'est pas parce que le peintre a voulu être excentrique, c'est parce que le peintre, que ce soit d'ailleurs Titien ou Véronèse, vous verrez l'œuvre de Titien tout à l'heure, ont voulu suivre le texte. Aujourd'hui, on a dans notre imaginaire plus l'habitude de voir un Persée avec Pégase. Or, le texte d'Ovide ne va pas du tout dans ce sens-là. Alors, le premier qui représente ce sujet avec un Persée volant, c'est Benvenuto Cellini, sur le socle d'une des œuvres les plus célèbres, c'est le Grand Persée qui est dans la Loggia dei Lanzi à Florence. Donc évidemment, c'est le socle qu'on regarde souvent le moins, et c'est bien dommage parce qu'il y a de magnifiques reliefs sur ce socle, dont le Persée secourant Andromède. Donc vous voyez que la figure du Persée, qui tombe du ciel comme si on l'avait jeté dans le cadre, vient vraiment de là. C'est une de ses premières représentations de ce type. Titien a probablement eu connaissance de ce relief avant de peindre ce célèbre tableau qui est aujourd'hui à la Wallace Collection, célèbre tableau que les Français connaissaient bien, puisqu'il arrive en France assez tôt et il fait partie de la Galerie d'Orléans. Et il a été vendu ensuite avec la collection du Duc d'Orléans. Vous voyez que l'idée du Persée est reprise, et puis Titien met vraiment en place cette image monumentale d'Andromède nu. Donc en fait, ce sujet-là est utilisé comme l'occasion de peindre un grand nu, Andromède nu sur un côté du tableau au premier plan. Véronèse, de son côté, reprend l'idée, donc là vous voyez le Cellini et le Titien côte à côte, reprend l'idée de Titien, sauf qu'il monumentalise la scène, et puis surtout, il la rend plus décorative. Ça, c'est l'une des différences principales qui séparent Véronèse de Titien. Titien est un peintre plus intérieur, plus intellectuel. Véronèse donne plus dans le grand décor aristocratique. Il y a quelque chose de plus spectaculaire dans les œuvres de Véronèse. Donc, il déplace Andromède, il inverse la composition et il lui crée un corps sinueux, plus maniériste, plus monumental. Et il rythme le tableau d'une manière plus unitaire. Vous voyez que dans le tableau de Titien, on a vraiment deux figures séparées. Dans le tableau de Véronèse, ces deux figures sont liées comme par une diagonale. Il y a quelque chose de plus souple et il met le Persée plus au premier plan en développant aussi l'aspect amusant du monstre. Le monstre chez Titien est plus lointain alors que Véronèse va plus le mettre en avant, en faire une bête un peu plus amusante à regarder. Alors ce prototype de composition va être diffusé, vous le voyez par cette gravure de Pieter van der Borch, qui est diffusé au tout début du XVIIe siècle, un peu partout. Et on va le voir
petit à petit on va voir cette composition petit à petit être reprise chez des artistes italiens. Alors on ne sait pas par quel biais passe cette influence, parce qu'on n'a pas de gravure ou de copie ancienne de l'œuvre de Véronèse en Italie, et on ne sait pas où ce tableau était visible en Italie. Donc là, c'est juste des comparaisons formelles. Vous voyez là une gravure d'Augustin Carache où on a cette même idée que la figure d'Andromède de Véronèse. J'ai inversé le tableau de Véronèse exprès pour que vous puissiez plus simplement faire la comparaison. On a au début du XVIIe siècle cette très célèbre composition de Huttwal qui est au Louvre. Alors là, c'est pareil, il est difficile de dire si Huttwal connaissait l'œuvre de Véronèse ou pas, mais je l'ai mis pour qu'on puisse faire un parallèle entre les deux tableaux. On voit on est là dans un code qui consiste vraiment à maintenant mettre Andromède au premier plan pour créer un nu monumental. Au premier plan et sur le côté, pas au centre. Avec là Huttwal qui joue plus sur le monstre et percé comme des objets de curiosité, au même titre que les coquillages qu'il étale au premier plan. Donc là, on est vraiment dans un mode de représentation plus merveilleux et plus amusante, décorative encore que Véronèse. Et pour un exemple plus tardif pour l'Italie, vous avez là un tableau de Cavalier d'Arpin, qui est un des artistes les plus célèbres d'Italie au début du XVIIe siècle, qui, pareil, se laisse comparer avec le tableau de Véronèse, avec là, toutefois, Persée qui est sur son cheval, une composition qui a un format presque, entre guillemets, un peu plus classique, moins extravagant que le Véronèse. Alors la question qui vient maintenant, sans doute, c'est la question également de ce Persée Andromède dans l'œuvre de Véronèse lui-même. Quelle place occupe-t-il ? Quelle datation, évidemment ? Et puis, quelle est son importance dans le corpus de l'artiste ? Alors, l'œuvre de Véronèse, pour sa situation, le tableau de Véronèse pour sa situation dans l'œuvre de Véronèse a été beaucoup discuté. Aujourd'hui, on situe ce tableau à la fin de la carrière de Véronèse, et quand on regarde l'ensemble de la production de ce peintre, on se rend compte que ce tableau apparaît comme une de ses œuvres les plus originales pour les mythologies. On est dans les années 1670, donc c'est un vieux peintre. On arrive à la fin du 1570, pardon. On arrive à la fin du XVIe siècle, et vous avez là à l'écran deux œuvres à peu près contemporaines qui ont été souvent comparées à notre Persée Andromède. À gauche, vous avez le tableau du Prado, qui est un couple mythologique Vénus et Adonis, et à droite, un format pas très éloigné de celui de notre Andromède, Mars et Vénus, qui a également appartenu à la Galerie d'Orléans, qui a également été gravé dans le recueil Crozat. Vous voyez, c'est aussi un tableau qui était connu en France sous l'Ancien Régime, et qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York. Ce qu'on voit dans ces œuvres, et leur point commun avec le Véronèse de Rennes, c'est la sinuosité et l'aspect très décoratif du nu féminin, qui est accentué par Véronèse de plus en plus à la fin de sa carrière, tout en conservant une certaine pesanteur typique de ces figures, et qui va être d'ailleurs un des éléments repris par les peintres français au XVIIe siècle. Alors, à côté de ce problème de datation, de l'étude de l'iconographie, là, je vais terminer cette partie par justement cette remise en question qu'il y a eu de ce tableau. Alors, le tableau, vous l'avez vu, a connu une certaine célébrité jusqu'au début du XXe siècle. Que ce soit à Paris, à Versailles, à Paris ou à Rennes. Eh bien, à partir des années 20, et puis l'essor de l'histoire de l'art, de l'étude approfondie de l'œuvre de Véronèse, des catalogues raisonnés, des comparaisons photographiques, et les choses vont se gâter un peu. En 1928, Ingersoll Smith va, pour la première fois, remettre en cause l'attribution même du tableau, en disant qu'il s'agit là d'une œuvre d'école. Véronèse, à la fin de sa vie, a un atelier très actif, où il y a son fils, plusieurs de ses anciens élèves. Cet atelier très actif, l'atelier des Cagliari, va faire du Véronèse, même après la mort de Véronèse. Qu'on va avoir là un espèce de cachet, une petite entreprise, où on va créer des Véronèses finalement qui ne le sont pas, et qui va mettre une certaine confusion dans l'étude de l'œuvre de Véronèse, l'étude scientifique au XXe siècle. Ce qui fait que, on fait ça souvent, quand on nettoie l'œuvre d'un peintre, on a rejeté massivement plein d'œuvres du corpus de Véronèse, pour des raisons diverses. En ce qui concerne le Véronèse de Rennes, une des principales causes de ses doutes,
Eh bien, c'est que le tableau, il faut l'imaginer, est sale, très repeint. Et donc avec la saleté au fur et à mesure dessus, on voyait plus très bien ce que représentait l'œuvre, on voyait pas très bien la délicatesse de l'exécution de Véronèse. Et c'est sur ce tableau qu'on a jugé la qualité de l'exécution. Donc forcément, œuvre d'atelier, vous voyez bien au fur et à mesure des publications, Berenson, Vertova, Larcher, Marini, Pignati, là je vous ai mis vraiment les études les plus importantes. Quand on estime que c'est partiellement autographe, que c'est une œuvre tardive exécutée par des élèves, ou alors que c'est Véronèse qui a inventé la composition, parce qu'on continue à trouver l'invention très belle pour l'image, mais qu'il a été intégralement exécuté par un tiers. Donc vous voyez que le tableau perd au fur et à mesure de son lustre, jusqu'à ce que, et c'est là que les choses vont changer, dans les années 80, pour des raisons d'exposition et de prêt à des expositions, comme quoi les prêts ne sont pas toujours néfastes au tableau, parfois ça peut faire du bien, on nettoie légèrement le tableau, on l'a légèrement déverni, on l'a repomponné un peu, ce qu'on appelle un bichonnage, et là, les avis ont commencé à changer. Là, on assiste à un tournant qui commence dans les années 80. J'en ai un tout petit peu parlé au tout début de la conférence. Les expositions, au fur et à mesure, les bichonnages successifs, le fait qu'on regarde mieux les œuvres, etc., ont permis de réintégrer pleinement l'œuvre dans le corpus de Véronèse. Et c'est cette réintégration, donc ce nouvel intérêt, qui a conduit évidemment le musée à programmer cette restauration fondamentale, puisque vous savez qu'une restauration fondamentale, ça coûte très cher, et on ne le programme pas comme ça pour un tableau qu'on estime comme secondaire ou pas forcément très important. Donc ce grand intérêt nous a amené à restaurer l'œuvre. Alors oui, il faut sans doute préciser également que l'actualité scientifique, l'actualité de la recherche autour de Véronèse est particulièrement riche ces dernières années, que ce soit l'exposition de la National Gallery qui achevait, qui donnait une illustration assez brillante des travaux de Xavier Salomon, ou bien l'exposition italienne, ou la restauration fondamentale du Véronèse de Rennes, l'actualité, les avancées de la recherche sont nombreuses autour de Véronèse. Et on va le voir notamment par cette restauration fondamentale. Alors donc là, on va passer à cette seconde grande section qui est essentiellement une section d'images. Donc on est là face à un chef-d'œuvre, donc je vous ai mis des images de détail pour qu'on regarde le chef-d'œuvre en détail. Donc là, vous avez une image du tableau avant la restauration, qui était reproduit un peu partout. Donc là, on va voir petit à petit comment la restauration métamorphose le tableau. Là, c'est une photo que j'ai prise il y a à peu près peut-être 4-5 mois, lors du premier essai de nettoyage du tableau. Donc le tableau, au moment où j'ai pris le cliché, était à moitié dégagé de ses vernis sales. Vous voyez, sur la moitié gauche. Et la moitié droite était encore intacte, pas touchée. Donc l'option qui a été prise par le musée, c'est évidemment pas un dévernissage total. Vous savez que les tableaux étaient vernis couche sur couche et qu'au bout d'un moment donné, pour des expositions, quand on voulait leur redonner un peu de peps, on remettait juste une couche de vernis sur la saleté et les autres couches de vernis. Ce qui fait que tout ça s'était coagulé les uns sur les autres, contraignait la couche picturale qui avait du mal à bouger dessous, donc qui commençait à se soulever. Et donc on a enlevé essentiellement les premières couches de vernis, qui étaient très sales. Donc là, vous voyez déjà la différence assez spectaculaire dans le ciel. Au fur et à mesure de ces couches de vernis, se sont révélés aussi pas mal de repeints. En fait, le ciel avait été presque intégralement repris, à des dates plutôt récentes, probablement au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. On a un document d'archives de 1793 qui dit bien que le tableau est très restauré et rentoilé avant d'être exposé au Louvre. Là, vous voyez, pareil, à gauche, l'essai de nettoyage juste devant le visage d'Andromède, avec des petites taches noires qui sont réapparues, qui étaient pareil, des coagulations de vernis sale. Donc on découvrait les choses couche par couche, comme on avance très lentement. La restauration de ce tableau se fait avec un comité scientifique, on fait les choses très lentement, puisque comme il s'agit d'un vrai chef-d'œuvre, il vaut mieux pas aller vite pour pas faire d'erreur. Donc là, à droite, vous avez le visage d'Andromède qui n'est pas encore nettoyé, d'où cette espèce de lisière là qu'on voit sur le bout de son nez. Et puis une première lacune qui est apparue
en haut de la poitrine, c'est un tableau qui, très heureusement, dans sa partie centrale, n'a pas révélé beaucoup de lacunes. Quand on dégage un tableau de ses repeints, quand on purge un tableau, entre guillemets, quelquefois on peut avoir de mauvaises surprises et se retrouver avec des trous qui ont été comblés à des dates anciennes, après harmonisés avec la saleté, les vernis, et dont on ne se rend pas compte forcément tout de suite. Heureusement, le tableau est plutôt en bon état dans sa partie centrale. Donc, vous avez là des détails encore plus grandes. Là, vous avez une seconde phase de restauration. Vous voyez que les taches noires ont disparu. Donc là, cette partie-là est complètement nettoyée. Il va y avoir juste quelques petites réintégrations pour quelques légères pertes, qui sont les petites taches qui restent, qui sont là des pertes de matière. Là, vous avez des détails. Donc, le nettoyage a évidemment révélé la rapidité d'exécution du tableau, la délicatesse des coloris, des accords de couleurs. Là, on le voit très bien dans ces quelques détails. La poitrine d'Andromède. Ça, c'est peut-être un des plus beaux morceaux du tableau. C'est la draperie rouge qui couvre les hanches d'Andromède avec des touches de blanc qui sont mises, mais ce sont presque des jetés de peinture, avec une énergie absolument incroyable, et c'est le morceau le plus brillant du tableau depuis qu'on l'a nettoyé. C'est assez exceptionnel. Je pense que quand il aura de nouveau son vernis, cette partie-là va être une des plus belles choses à regarder dans le tableau. Et puis l'autre partie qui a beaucoup gagné, c'est le monstre. Enfin, les autres parties, c'est le monstre et le paysage à l'arrière-plan. Vous voyez que le paysage imaginaire qui est derrière, qui est un paysage très significatif des paysages maniéristes, paysage un peu fantastique, animé de petites figures très légères, comporte de très nombreux petits détails. Ces détails, pareil, se voyaient plus beaucoup. Donc tout ça est ressorti. Là, vous avez de grands détails, toujours la rapidité d'exécution du corps du monstre, cette espèce de poisson géant qui est au premier plan, et ces petites figures qui sont des taches. On voit très nettement que ce sont des figures, mais de très près, on voit bien que ce sont des taches de peinture très légèrement posées sur le pont. Des petites figures très allongées avec des chapeaux qui animent et qui font vibrer le bleu du tableau. Alors l'élément le plus important révélé peut-être par cette restauration est l'élément le plus en rapport avec l'histoire du tableau qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont les bords de notre peinture. Alors, une fois les repeints enlevés, les vernis allégés, on s'est rendu compte qu'il y a une très nette différence entre la partie centrale du tableau et les bords. En fait, les bords sont composés de 4 laits de toile qui sont rapportés à la composition centrale. Alors, premier réflexe, c'est de se dire que le tableau a été agrandi, ce qui n'est pas du tout une chose rare. Les tableaux des collections françaises, surtout des collections royales, étaient très régulièrement agrandis, notamment à Versailles, pour être adaptés à des boiseries. Mais, vous voyez, là, contre-jour, sur le tableau, on voit bien les bandes sur les pourtours. Mais si on enlève ces bandes, donc vous voyez là, pareil, très nettement les coutures, avec la différence de facture dans la peinture, on voit que c'est deux choses différentes. Là aussi, là sur la photo de droite, la couture est très visible. Et la différence de couleur aussi, sur la photo de gauche. Mais si on enlève ces rajouts, on se rend compte que la composition est tronquée. Et qu'on ne peut pas avoir un format original de ce format-là, de cette forme-là. Puisque vous avez la hanche d'Andromède qui s'en va, vous avez un pied de Persée qui est coupé, et Véronèse a beau vouloir être un peu original, il n'aurait jamais fait des figures coupées comme ça. Alors ça, c'est un vrai mystère. Pour le moment, on essaie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce tableau. Les parties agrandies sont peut-être, les analyses sont en cours, des agrandissements du XVIIe siècle. On voit ça par rapport aux pigments, ou du moins des agrandissements qui sont anciens. Ce ne sont pas des agrandissements modernes. Et les coutures et les rajouts qui ont été faites probablement par quelqu'un qui savait comment était la forme d'origine du tableau par rapport au pied de Persée, par rapport à la hanche d'Andromède, parce qu'il n'y a pas de... Les rajouts ne sont pas maladroits, la continuité des formes n'est pas totalement maladroite. Alors, une explication de ce problème de format viendrait probablement de la collection de Fouquet, puisque, rappelez-vous, Fouquet avait un autre Véronèse, le tableau qui représente Esther, et que ce tableau, en fait, présente le même problème que le Véronèse de Rennes,
à gauche, vous avez le format de la toile complète. À droite, vous avez le format de la toile ancienne, enfin de la partie ancienne. Vous voyez qu'en fait, il en manque tout un morceau tout autour. Et que dans le tableau de Lyon, on a aussi une figure qui est coupée. C'est la grande sculpture qui n'a plus de tête. Alors Lyon a fait restaurer le tableau il y a quelques années déjà. On n'a pas encore comparé les analyses des deux peintures. Et Lyon a pris un parti très différent de nous. Nous, on va laisser à Rennes visible les agrandissements, puisque sinon le tableau ne marchera plus, la composition ne fonctionnera plus. Lyon a fait faire un cadre qui dissimule les agrandissements. Donc aujourd'hui, si vous allez à Lyon, vous verrez le tableau comme il est à droite, et non pas comme il est à gauche. Le problème se pose du coup moins à Lyon, puisque les deux figures qui font le centre de la composition ne se retrouvent pas coupées. Le fait que la statue n'ait plus de tête, ça c'est pas très gênant. C'est un peu étrange, mais c'est pas très gênant. Donc, la piste qu'on va creuser, c'est la piste Fouquet en comparant l'analyse des deux agrandissements, des pigments des deux agrandissements. Et une des choses qui est tout à fait possible, c'est que ces œuvres ont pu être enlevées probablement de manière un peu agressive de l'endroit où ils étaient chez Fouquet. Les pourtours se sont peut-être abîmés et on a décidé tout simplement de les couper, puisqu'a priori, il ne s'agit pas d'un rajout du XVIe siècle. A priori, on a décidé de couper ce qui avait été abîmé, de le refaire à neuf. Ce qui n'est pas du tout non plus un cas rare à cette époque-là. Alors, pour revenir un petit peu à ce que l'on disait en introduction par rapport à la problématique d'ensemble de cette conversation aujourd'hui, expliquer le goût de Fouquet et la prééminence du goût de Fouquet peut-être à travers une œuvre, c'est montrer la réception critique, l'influence de cette œuvre exercée tant sur les amateurs de l'époque, c'est ce qu'on a vu à travers les citations données par Guillaume Caserouni, mais évidemment c'est également l'influence de l'œuvre sur les réalisations concrètes, enfin sur les œuvres des artistes à ce moment d'apogée de la réception critique de l'œuvre avant ces remises en cause de son attribution au début du XXe siècle. Alors, quels sont les artistes français à avoir été influencés par cette œuvre qui, en quelque sorte, à travers leurs propres œuvres, signent l'excellence d'une collection et l'excellence d'un goût, bien que l'on ignore, encore une fois, comment Fouquet a fait l'acquisition de cette œuvre. On sait en tout cas qu'elle était en bonne place dans sa demeure et que par là, il en signifiait toute l'importance. Alors Véronèse et plus généralement la peinture vénitienne ont toujours eu une influence assez importante sur l'art français. Sauf qu'évidemment, cette influence a connu des hauts et des bas et a connu des modes différentes au fur et à mesure du temps. Par exemple, pour la première moitié du XVIIe siècle, donc à l'époque surtout de Louis XIII, les artistes qui voulaient voir Véronèse, finalement, n'en voyaient pas beaucoup en France. On verra tout à l'heure, c'est essentiellement sous Louis XIV que les Véronèses vont affluer en France. Donc les artistes font le voyage en Italie, vont essentiellement à Rome, et certains s'arrêtent plus ou moins longtemps à Venise. Généralement, Véronèse et Titien, donc on va les voir sur place. Après avoir vu évidemment peut-être des copies, quelques gravures et quelques petits tableaux qui à cette époque-là circulaient en France. À Venise, généralement, les artistes qui sont les plus influencés par l'art vénitien, les artistes français, regardent surtout deux choses. Regardent évidemment le coloris de l'art vénitien et la manière de disposer de la lumière, etc., qui était très différente de l'école romaine. Donc là, on regarde une chose spécifique à Venise. Et regardent surtout l'art du grand décor. L'art du grand décor, c'est surtout Véronèse qui en est le maître. Et on voit bien chez certains peintres, au moment de leur retour, que même s'ils prennent la façon de faire de Titien, dans la manière de peindre, quand ils veulent faire du décor, la structure du décor, les formes des personnages, les raccourcis, etc., viennent eux plutôt de Véronèse. Donc c'est un mix des deux qu'on va faire, avec juste un bémol, c'est que Véronèse sera quand même dépassé par Titien en France, dans le sens où on a un Titien français, mais on n'aura jamais de Véronèse français. Il y a deux artistes qui servent d'adjectif en France, c'est Raphaël et Titien. Donc, Le Sueur sera le Raphaël français, Jacques Blanchard sera le Titien français.
mais Véronèse passera évidemment à la trappe à cause de Titien. Alors donc là, voilà quelques grands décors que les artistes peuvent voir en Italie, parce que nos Nostocana, évidemment, ne sont pas encore en France à cette époque-là, et qui n'ont pas d'équivalent chez les autres Vénitiens. Par exemple, Titien ne fait pas des toiles gigantesques comme ça, aussi claires, avec un côté aussi laïque. Parce que Véronèse, même quand il peint des sujets bibliques, il leur donne un côté laïque en y introduisant des personnages contemporains, des vêtements contemporains, etc. Et puis évidemment, les mythologies très érotiques et très lumineuses de Véronèse qui fascinent les artistes français, qui s'opposent aussi aux tableaux de Titien qui ne sont pas aussi colorés que ceux de Véronèse. Alors ce tableau, Mars et Vénus, qui est conservé à Turin, est d'ailleurs un des tout premiers tableaux de Véronèse dont on a une copie par un artiste français. Alors je suis désolé, l'image est très mauvaise. Il s'agit d'un dessin de Jacques Bellange, je dis français, lorrain français. C'est pas exactement la même chose à l'époque, mais c'est pas grave. Jacques Bellange, dont vous avez ici un dessin très rare, identifié par Piero Zambert à l'Ambrosiana de Milan, et qui est annoté Bellange, dont le style correspond très bien à Bellange. Donc, vous voyez comment un artiste de cour qui peint et qui travaille pour les ducs de Lorraine, un artiste maniériste très extravagant, s'intéresse comme ça à ces corps de Véronèse, ces corps enlacés, cette peinture un peu érotique qui correspond tout à fait à ce que Bellange cherche aussi à faire dans ses propres œuvres. On avance un peu dans le temps. Dans les années 30, les deux artistes les plus en phase peut-être avec l'œuvre de Véronèse sont Blanchard et ensuite Simon Vouet. Alors chez Jacques Blanchard, vous avez, qu'on va qualifier donc de Titien français, vous avez des types de composition et une manière de gérer la lumière qui sont plutôt prises chez Titien, mais par contre quand on regarde bien l'œuvre de Blanchard, et ici vous avez une Danaé du musée des Beaux-Arts de Lyon, et là je vous ai mis une figure d'Armide qui est au musée des Beaux-Arts de Rennes, on a des corpulences carrées, des coiffures et un côté peut-être plus décoratif qui lui vient très nettement de l'observation des figures de Véronèse. Ce qu'on a toujours tendance à éluder un peu, parce qu'on se concentre évidemment plus sur l'œuvre de Titien quand on pense à l'influence de Venise. Et Simon Vouet, il me paraît tout à fait évident, et ça a déjà été soulevé par d'autres auteurs évidemment, que quand on regarde les œuvres de Vouet du début des années 30, on va dire Simon Vouet, il revient à Paris en 1627 et il passe à Venise juste avant. Donc, les choses qui peint entre 27 et 35, 36, 37, c'est des corps allégoriques très rutilantes de couleurs dans la disposition des draperies, la monumentalité des figures, parfois les cadrages. Là, il me paraît évident qu'il y a un souvenir de ce qu'il a vu de Véronèse sur le chemin du retour vers la France. Alors, influence sur les artistes français, influence aussi... question plutôt de la réception critique de Véronèse en France, et réception critique de Véronèse après la saisie et le rachat des Véronèses de Nicolas Fouquet. Y a-t-il un lien, y a-t-il une connexion entre ces deux événements historiques ? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde la situation de l'œuvre de Véronèse du côté des artistes français, comme je vous l'ai dit, on se rend compte que ceux qui voulaient voir du Véronèse, grosso modo avant les années 50, avant 1650-60, devaient aller à Venise ou en Italie. Par contre, les choses vont commencer à changer et curieusement, elles commencent à changer de manière très très importante en France, juste au moment de la saisie des biens de Fouquet, en 1661-62. Alors, il n'y a pas là qu'une coïncidence, il y a une vraie raison. Avant la saisie des biens de Fouquet, il n'y a qu'un grand, très beau tableau de Véronèse dans les collections royales. Louis XIII avait acquis ce magnifique tableau, Les Pèlerins d'Emmaüs, qui sont aujourd'hui au Louvre et qui compte encore aujourd'hui parmi les plus beaux tableaux de Véronèse du Louvre. Et c'était le seul grand tableau de lui qu'on pouvait voir. Vous voyez le tableau entre 36 et 39. Donc il arrive quand même assez tard. Et du coup, quand Louis XIV va voir les collections de Fouquet en 1661, va voir le château de Vaux-le-Vicomte, en fait, il ne voit pas qu'un château et des jardins, un cuisinier et des grands décors qu'il n'a pas. Il voit aussi des œuvres qui font défaut du coup dans les collections royales. Il n'y avait François Ier par exemple n'avait acheté aucun grand Véronèse.
Et donc, du coup, dès 1662, alors que les biens de Fouquet sont séquestrés, mais qu'ils n'appartiennent pas encore au roi, Louis XIV commence à accélérer ses achats. En 1662, il achète auprès de Jabach, grand collectionneur et financier, toute une série de tableaux de Véronèse. Vous avez ici. Donc, c'est des tableaux qui, pour certains, sont moins connus aujourd'hui parce qu'ils ont été déposés en province. Vous avez Judith Holoferne au musée de Caen, Suzanne et les Vieillards qui est toujours au Louvre, l'évanouissement d'Esther qui est aujourd'hui au Louvre, le grand Eliezer et Rebecca, un tableau un peu oublié de Véronèse, mais qui a une place très prestigieuse puisqu'il est monté dans le salon d'Hercule à Versailles, tableau qui, comme les tableaux de Fouquet, a été agrandi, beaucoup agrandi, il a presque doublé de volume en hauteur pour pouvoir prendre place dans la cheminée, et le magnifique calvaire qui est toujours au Louvre. Oui, je voulais juste ajouter une chose, parce que pour l'histoire de la réception critique de Véronèse, qu'elle soit effective ou virtuelle, on a là, avec la collection Jabach, une sorte de triade qui se dessine entre Nicolas Fouquet, Jabach et Véronèse. Michael Zanto y reviendra assez longuement jeudi pour sa propre conférence, qui n'insistera pas tant sur Véronèse, mais qui vous montrera quels sont les rapports assez évidents entre Nicolas Fouquet et Véronèse, par le biais de cette collection. J'en dis pas plus, mais c'est des liens assez considérables. Alors évidemment, dans la foulée, il y a le séquestre des biens de Fouquet, et entre 1662 et surtout 1665, donc 64-65, les deux Fouquet, les deux Véronèse de Fouquet, les deux plus beaux tableaux de la collection de Fouquet, rejoignent aussi les collections royales par achat. Et ensuite, Louis XIV poursuit par le plus grand tableau de Véronèse qui faisait partie des collections royales, le repas chez Simon. C'est comme ça. Gigantesque tableau qui est monté dans le salon d'Hercule à Versailles. Donc il y avait ces deux immenses Véronèse, Eliezer et Rebecca, et le repas de Simon face à face. Ensuite, en 71, l'Homénie de Brienne qui vend aussi ces tableaux. Jabach recommence la même année, 71, toujours là avec plusieurs tableaux. Vous voyez que les acquisitions sont nombreuses pour Véronèse. En 71, c'est le marquis de la Feuille, deux tableaux. Et puis le roi poursuit dans les années 80 avec cet immense tableau qui est aujourd'hui à Grenoble, l'Adoration des Mages de Lyon, et puis deux versions du Moïse sauvé des eaux, l'une à Lyon et l'autre à Dijon. Alors, je vous ai mis tous ces tableaux de Véronèse des collections de Louis XIV pour aussi que vous voyez, par comparaison, toujours la place spéciale qui occupe le tableau de Fouquet. Vous avez noté qu'il s'agissait que de sujets bibliques. Il n'y a pas un seul sujet pas biblique. Et en plein milieu, vous avez cette grande nudité qui accentue du coup l'intérêt de ce tableau et l'apport qu'il a amené pour compléter le fond des Véronèse du roi. Il y a encore d'autres Véronèse qui rentreront dans les collections royales, mais plus tard. Vous voyez que Véronèse est un peintre très représenté. Il y avait plus de Véronèse dans les collections royales que de Titien. Alors après, c'était peut-être aussi plus facile d'avoir des Véronèse que des Titiens. Curieusement, malgré la grande présence des tableaux de Véronèse, la grande visibilité de notre tableau, comme je vous l'ai dit, il y a peu de copies ou de reproductions repérées du Persée Andromède au XVIIe siècle. En fait, on remarque, par l'influence du tableau, par les œuvres en rapport qu'on arrive à trouver, que le tableau commence d'un seul coup à être regardé plutôt à partir des années 1720-1730. Alors, il y a deux raisons à ça. Tout d'abord, puisque avant les années 1720-1730, la peinture vénitienne est globalement moins à la mode. Il y a tout un débat autour de la couleur et du dessin, dont vous avez certainement déjà entendu parler, durant toute la seconde moitié du XVIIe siècle à l'Académie. Il y a une prééminence du dessin dans un premier temps. Après, évidemment, la couleur commence à prendre le pas. Petit à petit, Venise commence de nouveau à être un centre d'intérêt autour de 1700. C'est 190-1700, et des artistes commencent à peindre dans la manière vénitienne, comme Charles de la Fosse, dont je vous montrerai un tableau plus tard. Mais au début du XVIIe siècle, en France, quand on peint par exemple des Persées Andromède, là où je vous ai mis un exemple, autour de Voué, un tableau anonyme avec le dessin qui correspond au Louvre, on est dans une autre formule, plus ronde, un peu plus décorative. On voit que le tableau de Véronèse ne compte pas, il n'est pas encore arrivé en France
et il n'y a pas encore le modèle qui circule. Quand dans les années 70, à la fin des années 70, Mignard peint Persée Andromède de Véronèse, il ne choisit pas du tout le modèle de Véronèse. Il s'agit d'une composition plus classique en frise. Vous voyez, vous avez les deux tableaux côte à côte. Mignard, là, pour le coup, connaissait très bien le tableau de Véronèse. Le tableau était en France, il était visible, mais il va probablement plus prendre sur un modèle classique, et il va plus donner du côté des Caraches que Mignard connaissait parfaitement puisqu'il les avait copiés pour les plafonds d'une galerie aux Tuileries. Il avait copié la galerie Farnèse, où il y a une Andromède. Donc, vous voyez qu'il y a une corpulence plus proche chez Mignard du tableau de Carache que de celui de Véronèse. Par contre, il est possible que Mignard ait mixé quand même un peu les deux tableaux, les deux modèles pour la figure, puisque vous voyez que chez Carache, le modèle est complètement assis, alors que chez Mignard, il est un peu debout. Donc, il a probablement fait un compromis pour la pose d'Andromède entre le tableau de Véronèse et puis les images qu'il avait de la peinture bolognaise. C'est Charles de la Fosse qui, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, est le peintre qui va peut-être le plus retourner vers Venise et le plus regarder Véronèse. Une fois de plus, comme on en a déjà parlé au sujet de Voué, là, la Fosse va prendre de Véronèse son aspect décoratif. C'est surtout pour ça qu'on regarde toujours Véronèse, dans le chatoiement des draperies, la manière de poser des figures très massives, très corpulentes, assez sensuelles. Donc là, vous avez quelques tableaux qui vous montrent cette influence vénitienne qui est très évidente dans l'œuvre de la Fosse, dont là, par exemple, le sacrifice d'Iphigénie qui est dans le salon de Diane à Versailles, salon de Diane où avait été exposé le Véronèse, précisément, le Persée et Andromède. Et à partir de là, une fois qu'on a cette installation, cette réinstallation de l'influence vénitienne, on voit que Véronèse recommence de nouveau à être beaucoup plus regardée. Là arrive petit à petit, chez les successeurs ou chez les gens formés plutôt par la génération de la Fosse, des œuvres beaucoup plus en rapport avec notre tableau de Véronèse. Alors, on a une copie qui est l'une des seules copies de l'Ancien Régime qu'on connaisse aujourd'hui. Une copie qui, à tort, a été très longuement attribuée à un Natoire. C'est un tableau qui vient des collections d'Ory et qui est aujourd'hui au musée de Troyes. C'est une copie assez médiocre, mais qui a le mérite d'exister et de montrer qu'on a quand même copié ce tableau. Et on a des œuvres beaucoup plus belles qui sont des réinterprétations très directes. Là, on n'a aucun doute. Vous voyez que chez Mignard ou chez d'autres artistes, on était plus dans la comparaison approximative. À partir des années 1720, on a des œuvres où on sait très précisément que les artistes ont regardé le tableau de Véronèse. Le tableau le plus exceptionnel, c'est celui de François Lemoine, qui est aujourd'hui conservé à la Wallace Collection, où là, la comparaison est très parlante, parce que je n'ai pas besoin de le développer. Vous voyez qu'il reprend la même disposition des figures, la même idée du Persée qui tombe d'un seul coup dans le tableau, avec peut-être une souplesse plus 18e, qui fait la particularité de l'art de Lemoine. Le tableau de Lemoine, de son côté, va avoir pas mal de succès. Lemoine qui connaissait d'ailleurs très bien Véronèse, parce que c'est lui qui est chargé de faire le plafond du salon d'Hercule, dont il devait harmoniser les couleurs avec les deux tableaux de Véronèse qui étaient dans la même salle, dont le repas chez Simon. Donc le tableau de Lemoine va avoir pas mal de succès, il sera pas mal copié, il sera gravé. Donc vous voyez que par procuration, du coup, la fortune du tableau de Véronèse s'agrandit, puisque un tableau qui en dérive va à son tour avoir pas mal de notoriété. Donc là, à titre d'exemple, je vous ai mis une copie ancienne du tableau de Lemoine qui est au musée d'Abbeville. Et on va retrouver maintenant, régulièrement, dans ces années 20, dans ces années 30, dans ces années 40, à chaque fois qu'on va tomber sur un Persée Andromède, une référence au tableau de Véronèse. En fait, le tableau de Véronèse devient comme un canon, comme un tableau type pour représenter le sujet. On le voit chez Lemoine, dans un tableau qui est à Saint-Pétersbourg. Alors, il ne reprend pas tout. Les artistes vont picorer. Souvent, ils reprennent quand même la disposition des trois figures. Vous voyez, Andromède à droite, Persée en haut et le monstre en bas, avec la ville derrière. Et il modifie. Donc là, l'élément principal qui est repris de Véronèse, c'est surtout le Persée qui tombe du ciel. Chez Bouchardon, on a la même chose. On a un Persée toujours qui tombe du ciel, avec cette disposition des trois principales figures.
Chez Charles-Antoine Coipel, en 1727, un tableau qui est au Louvre, on a un élément très précis qui est repris de Véronèse, c'est le Persée, où là, la proximité des deux figures est vraiment très grande. On voit bien que l'artiste a regardé le tableau. Pour le reste, Coipel fait quelque chose de plus théâtral et d'un peu plus centré. En fait, il enlève le côté dissymétrique du tableau de Véronèse. Et après ça, curieusement, le tableau disparaît. Donc, après les années 30-35, on n'a plus de reprise de cette œuvre. Donc on peut s'imaginer que, de nouveau, avec l'arrivée du courant néoclassique, petit à petit, ce sont d'autres modèles qu'on regarde. Donc, globalement, la peinture vénitienne est moins regardée. On retourne de nouveau à l'art antique, à des modèles plus équilibrés. Et il va y avoir un temps d'ombre pour le Véronèse qui va être rattrapé par sa fortune dans le musée. À partir du moment où il va aller au Louvre, où on va le réapprécier de nouveau, plus comme une œuvre qui peut avoir une influence artistique, mais plutôt comme une œuvre d'art et comme un tableau significatif de l'œuvre de Véronèse. Bien, merci beaucoup Guillaume Caserouni. On se réjouit d'aller à Rennes dans quelques mois, quelques années peut-être, admirer le Véronèse du musée de Rennes restauré, peut-être une exposition que vous évoquiez tout à l'heure consacrée à cette redécouverte en peinture. Par la restauration, d'une œuvre, on l'aura compris, véritablement iconique, qui nous apprend beaucoup tout à la fois de la réception critique de Véronèse en France, et réception critique pour laquelle, on peut le dire tout au moins, Nicolas Fouquet avait des ambitions par rapport à la collection Yabak, et c'est ce que l'on verra donc avec Michael Zanto pour la dernière des conférences de ce cycle. On remercie une avant-dernière fois, l'école ITCOM Art Design qui réalise les captations vidéo de toutes ces conférences qui seront mises en ligne assez prochainement, à partir de la fin du mois de février, me dit-on probablement. Merci d'être venu et à jeudi peut-être.